Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de ce qu'on peut analyser de l'actualité de l'Olympique de Marseille de l'actualité aussi du monde actuel, mais aussi de l'actualité footballistique, notamment avec les éliminatoires pour l'Euro. Donc je vous cache pas, c'est calme. Comme je vous l'ai dit dans l'onglet communauté, je peux toujours vous faire parvenir des informations dans l'onglet communauté, mais en vidéo. C'est pour ça que ça fait quelques jours que j'en ai pas fait. Parce que tout simplement, trêve internationale plus fin de mercato, hormis les éliminatoires de l'Euro ou des choses en interne à l'OM, des nominations ou quelque chose comme ça, il y a très peu d'infos. Il y aura peut-être beaucoup plus d'infos dans les derniers jours de la trêve et à la reprise, quand toutes les compétitions officielles vont reprendre, que là peut-être les infos vont s'enchaîner. Mais là, pour l'instant, c'est trêve internationale, ça a démarré très fort avec énormément d'informations, mais pour le moment, on est en plein milieu, il y a très peu d'informations, mais il y en a quand même. Donc on va en parler dans ce JTOM, mais avant toute chose, on va donner une priorité à l'information qui tourne dans le monde actuel actuellement, c'est le tremblement de terre, le séisme dans la nuit de vendredi à samedi qui s'est passé au Maroc, dans la ville de Marrakech et une autre ville que je ne m'en rappelle plus, mais dans deux villes principales, mais aussi dans le pays du Maroc, où un séisme de magnitude 7, c'est un puissant séisme de magnitude 7, s'est effondré en plein Maroc. Plus de 2000 morts sont à l'heure actuelle recensés. On avait démarré à une centaine, 200 morts. Et depuis samedi, depuis vendredi même, le bilan ne cesse qu'augmenter. Et quand je vous dis qu'on a 2000 morts aujourd'hui, ce n'est que provisoire. Le bilan est à plus de 2000 morts et plus de 2000 blessés. Donc c'est un très lourd bilan sur ce séisme très puissant qui a causé beaucoup de dégâts au niveau maison pour les habitants du Maroc qui ont perdu toutes leurs maisons, tous leurs appartements, tous leurs biens, toute leur nourriture, tout ce qu'ils avaient chez eux. Ils ont réussi à sortir, mais malheureusement leur immeuble s'est effondré. Il y en a d'autres qui n'ont malheureusement pas réussi à sortir et qui sont malheureusement décédés. Mais en tout cas, j'envoie tout mon soutien, tout mon courage au peuple marocain, à ses habitants, à tous ceux qui ont perdu des biens, de l'hygiène, des nourritures, de l'eau, tout ce qu'il y avait dans leur maison qui s'est effondré. J'envoie tout mon soutien et j'espère vraiment que vous allez réussir à vous reconstruire et à récupérer, si c'est possible, le maximum de choses ou peut-être être aidé dans des collectes ou quoi pour pouvoir redémarrer à zéro et reconstruire une vie dans les... Je sais que ça va être difficile, mais il va falloir essayer du moins de se reconstruire. Et j'envoie aussi tout mon courage et tout mon soutien, et bien sûr au peuple marocain, mais aussi aux proches, aux amis, aux familles des victimes qui sont malheureux, des 2000 victimes qui sont malheureusement décédées dans ce terrible séisme meurtrier. Et je vous annonce qu'il y avait aussi un Français parmi ces 2000 victimes qui fait partie des morts dans ce séisme. Donc j'envoie tout mon courage, tout mon soutien aux proches, aux amis, à la famille de ces 2000 victimes, plus de ce Français qui est tragiquement décédé dans ce séisme. Et j'envoie aussi, bien sûr, tout mon soutien et tout mon courage aux familles, aux proches et aux amis des 2000 blessés actuellement à l'hôpital et qui sont entre la vie et la mort. Et il y en a plus de 1030 ou un petit peu plus de personnes qui sont entre la vie et la mort et dans une situation critique. Donc j'espère que tout le monde, dès que le bilan sera définitif et qu'il n'y aura plus de risque d'insécurité pour tout le monde, j'espère que la ville du Maroc, le pays du Maroc, ses habitants qui ont tout perdu, et tous ceux qui ont perdu des proches dans ce séisme meurtrier, j'espère que tout le monde réussira à se relever et pouvoir reconstruire sa vie. En tout cas, j'espère que le bilan n'augmentera plus. Je vous tiendrai au courant, mais j'envoie tout mon soutien et tout mon courage aux
à tous les habitants, à tous ceux qui ont perdu des biens, de la nourriture, tous ceux qui ont perdu des choses dans leur maison ou qui ont perdu surtout des proches tragiquement décédés dans ce séisme meurtrier. Bon courage à tous, vraiment. Ensuite, donc à la suite de ce séisme meurtrier qui a fait plus de 2000 morts et plus de 2000 blessés, je vous annonce que les dons du sang ont commencé tout doucement à s'introduire dans toute la métropole, enfin dans tout le pays, même ici dans le nord de la France, où autour de chez moi, il y a des collectes de dons du sang, de vêtements, de nourriture, de boissons, pour tous ceux qui étaient pour tous ceux qui veulent ramener des choses pour qu'ils soient ensuite livrés au Maroc, pour que tout le monde puisse, d'une façon difficile, se remettre de ce séisme meurtrier. Et en hommage aux victimes du terrible séisme qui a touché le Maroc, Aminarit et Ounaï ont donné leur sang, ont fait un don de sang pour soutenir le pays du Maroc et ses habitants qui ont tout perdu, si bien que des proches, mais aussi si bien que des matériels importants. Ils ont donné du sang pour toutes les victimes qui en ont besoin. Et également, je vous annonce que la Ligue de football professionnel a décidé pour les 2 prochaines journées de Ligue 1 et de Ligue 2 à la reprise, donc 5e et 6e journée de Ligue 1 et de Ligue 2, avant chaque match, il y aura une minute de recueillement pour ces victimes de ce séisme meurtrier au Maroc. Et il y aura donc, bien sûr, une minute de recueillement avant le match entre l'OM et Toulouse à la reprise du week-end du 15 septembre. Ensuite, donc malgré cette situation difficile, et j'espère que tout ira mieux côté Maroc, on va essayer du moins parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille et de l'actualité footballistique, malgré que c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sous Igor Tudor, en fin de saison dernière, il y avait eu des incidents avant la rencontre entre l'AC Ajaccio et l'OM, où le jeune Kenzo, qui est atteint d'un cancer, et sa famille ont été violemment agressés en tribune parce qu'il a porté son maillot de l'OM. Il était dans la tribune juste à côté du parkage et il y a eu des affrontements dans la tribune, mais aussi dans le parkage. C'était un gros tas compliqué. Et il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'infos, que c'est eux qui ont cherché, que c'est eux qui ont fait du buzz, les parents de Kenzo. Enfin, je vous avais fait une vidéo à ce moment-là, j'avais tout expliqué. Mais en tout cas, ceux qui ont agressé violemment Kenzo et sa famille ont été traduits devant la justice et ont eu leur condamnation, ont déjà été assortis d'une interdiction d'assister au match pendant une période de 3 ans. Donc les partisans de la Ajaccio, donc ces 3 personnes qui ont agressé violemment Kenzo et sa famille, ont été condamnés à une interdiction de stade pour une durée de 3 ans. Et également, ils ne feront malheureusement pas de la prison. Et ça me rend très en colère. Ils ont été condamnés à une peine de 12 mois de prison avec sursis. 12 mois de prison avec sursis. Et même si ça serait 12 mois de prison ferme, ce n'est pas assez. Quand tu agresses un enfant qui est atteint d'une maladie, et même si tu agresses tout simplement un enfant et sa famille, tu dois avoir une condamnation très sévère, surtout quand tu touches à un enfant. Tu dois avoir une condamnation très sévère et que limite ils auraient dû être condamnés à une peine à perpétuité. Si j'étais leur juge et je les aurais condamnés à une peine à perpétuité de prison, une interdiction à vie de stade. Et si jamais c'est pas possible de faire une condamnation, j'aurais mis une bonne dizaine d'années de prison ferme, avec possibilité de recourir une nouvelle fois devant le juge pour voir leur état et si on peut les libérer ou s'il faut enclencher une nouvelle peine. Et ensuite, si jamais c'est pas une condamnation avec perpétuité, j'aurais mis une interdiction d'assister au stade, au match. Donc interdiction d'aller au stade pour une durée à vie. Là, une période de 3 ans, c'est pas assez. Pendant 3 ans, ils vont plus aller au stade et dans 3 ans, ils vont retourner au stade et ils vont recommencer.
Donc c'est pas assez, ça aurait dû être à vie. Et également pour les 12 mois de prison avec sursis, ils vont pas les faire là. C'est si jamais ils le refont, s'ils vont au stade mais qu'ils le font pas à l'intérieur mais à l'extérieur, ou même s'ils agressent encore un enfant, là ils feront les 12 mois, mais ça va passer hyper vite, c'est un an. Donc moi je suis pas d'accord avec la condamnation de ces 3 personnes. Je suis d'accord qu'ils ont été condamnés, qu'ils ont été interdits de stade, mais ça aurait dû être plus sévère. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est vraiment quelque chose qui me rend très en colère, cette non-justice qui ça a été fait pour Kenzo et sa famille. Vraiment. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, troisième information que je peux vous donner, on va parler du classement des équipes du début de saison à la trêve. Le classement des équipes ayant le plus tiré en moyenne par match en Ligue 1. L'OM pointe à la première place devant le Paris Saint-Germain. L'OM est premier avec 19,3 tirs par match et le PSG est deuxième avec 18,8 tirs par match. Et le Stade Rennais, donc troisième, complète le podium avec 16,8 tirs par match. Donc le podium des tirs par match par moyenne en Ligue 1, c'est Marseille, Paris et Rennes. Marseille à la première place, Paris à la deuxième et Rennes à la troisième. Ensuite, il y a Nice qui est tout près de Rennes à 3 petits tirs par match, qui est quatrième avec 16,5 tirs par match. Et Lille et Monaco, 5e et 6e. Lille à 15,8 tirs par match et Monaco à 15,5 tirs par match. Et c'est intéressant à noter surtout que l'OM a également touché le plus de poteaux sur ces 19,3 tirs par match. Ils ont touché le plus de fois le poteau côté OM. Ensuite, je vous annonce qu'un lofter de l'Olympique de Marseille qui a été placé cet été dans le loft de l'OM, il y avait Amavi, Ben Seguir, Lirola et Payet, mais lui est parti aussi vite, et d'autres joueurs que je ne me rappelle plus. Lirola, lui, a été transféré à Retafe, Amavi a été transféré à Brest, et là on nous annonce que c'est officiel, il va quitter l'OM, mais pas en transfert sec, c'est Salim Ben Seguir qui va quitter officiellement l'OM, mais en prêt à Neuchâtel Xamax. Neuchâtel Xamax va accueillir Salim Ben Seguir en prêt. Et je pense que ce que fait l'OM là, c'est bien de prêter à chaque fois les jeunes joueurs. S'ils n'ont pas la possibilité de progresser à l'OM, au moins ils progresseront dans d'autres équipes et peut-être qu'à l'avenir, ils reviendront plus forts à l'OM, ils pourront avoir une place dans l'équipe. Ensuite, et là ça me fait rire, alors peut-être c'est des rumeurs à prendre avec des pincettes, mais si ça se confirme par des journalistes fiables, tels que Fabrizio Romano ou Foot Mercato ou RMC Sport, je ne sais pas si vous vous en rappelez, la Juve s'était porté candidat pour recruter Alexis Sanchez ou Arkadiusz Milik, je crois. Non, Alexis Sanchez. Donc Milik c'était à peine parti, ils ont voulu le reprendre, donc voilà. Mais ils voulaient recruter Alexis Sanchez. Il était arrivé à l'OM et il n'avait même pas encore le temps de se montrer que la Juve était déjà dessus pour le recruter à la fin de son contrat. Joaquin Correa est arrivé cet été, il a à peine joué un match contre Nantes que la Juve est déjà dessus. Avec la Juve. Donc, selon Blackstone News, la Juventus suit de près la situation de l'attaquant de l'OM, Joaquin Correa, qui est prêté, je répète, avec option d'achat par l'Inter Milan. Et l'Inter Milan, eux, ont entendu cette info, ont donné leur avis, leur ressenti, et ils chercheraient à vendre Correa en cas d'échec du joueur à l'Olympique de Marseille. Si durant son année, il a été prêté 1 an avec option d'achat, si ça se passe très mal ou que ça se passe pas bien en 1 an de prêt, l'Inter Milan ne voudrait pas le rapatrier comme ils ont fait avec Alexis Sanchez, mais ils voudraient le vendre définitivement à un autre club. Si ça se passe bien, l'Inter Milan n'est pas contre de le donner définitivement à l'OM. Mais si ça se passe mal, ils ne seraient pas contre de le vendre
définitivement à un autre club. Ensuite, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est Amir Murillo qui a pu disputer son premier entraînement sous Marcelinho vendredi. Là, le week-end, c'est repos pour les joueurs, mais Amir Murillo, qui était blessé, Pablo Longoria nous disait qu'il ne pouvait pas encore jouer en match, il ne pouvait pas encore faire d'entraînement, mais il a pu prendre part à son premier entraînement sous Marcelinho vendredi, et il a été même accompagné d'un retour très prématuré, d'un retour plus rapide que prévu, de Geoffrey Kondogbia, qui ont tous les deux pu disputer un entraînement vendredi. Donc Kondogbia, lui, n'a pas repris encore avec le collectif, mais a pu disputer son premier entraînement. Mais Amir Murillo, lui, a pu jouer son premier entraînement en collectif. Et Kondogbia, c'est à l'écart avec un préparateur physique et un médecin pour qui le considère apte à reprendre dans le collectif. Ensuite, je vous annonce également que la Provence est le nouveau partenariat du programme 13e homme de l'Olympique de Marseille. Donc la Provence est le nouveau partenaire du programme 13e homme de l'Olympique de Marseille, se font un partenariat. Ensuite, nouvelle information que je peux vous donner, je ne sais pas si on peut appeler ça une information, mais on va un petit peu réagir à la déclaration de Mario Balotelli, un ancien joueur de l'OM qui a à peine passé moins d'un an à l'OM et donc quasiment un an de contrat seulement. Il a parlé de l'intérêt de l'Arabie Saoudite cet été sur son cas et aussi l'intérêt de la Chine. Il a dit: j'ai refusé une offre de Chine qui était bien plus élevée que les chiffres en Arabie Saoudite, mais j'ai préféré jouer au vrai foot en allant à l'OM. En fait, il nous le déclare avant de signer à l'OM, de faire son choix de signer à l'OM. L'Arabie Saoudite était déjà venue le voir, mais également la Chine, et il a refusé les deux offres pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Il nous dit: j'ai préféré jouer au vrai foot et pas jouer au foot pour de l'argent en allant à l'OM. Comment peut-on dire que quelqu'un qui va en Arabie Saoudite n'est pas là pour l'argent? Là, c'est une vraie déclaration, une déclaration qui me plaît, vraiment. Si un joueur dit: je vais en Arabie Saoudite pas pour le foot mais pour l'argent, autant qu'il arrête le football. Donc il va se tuer sa carrière en Arabie Saoudite. Là, Mario Balotelli, il y a eu une offre avant de signer à l'OM de Chine et d'Arabie Saoudite. Il a refusé la Chine parce que c'était plus élevé que l'Arabie Saoudite. Il a refusé l'Arabie Saoudite pour signer à l'OM. Parce qu'il ne comptait pas aller en Arabie Saoudite, parce que selon lui, ceux qui vont en Arabie Saoudite, ce n'est pas pour le football, mais pour l'argent. Ensuite, on va réagir à une déclaration d'un rugbyman, parce que pour ceux qui ne savent pas, actuellement, c'est la Coupe du Monde de rugby en France, qui a débuté notamment avec l'exploit des Français contre les All Blacks 25-14. Donc Sia Golitsi, le joueur rugbyman de l'Afrique du Sud, le capitaine de l'Afrique du Sud, a déclaré en zone mixte, a réagi à l'ambiance et au stade Vélodrome. Le stade Vélodrome, c'est une des meilleures atmosphères jamais vécues. J'ai entendu des joueurs de football dire à quel point c'est intense lorsqu'ils jouent là-bas, mais je l'ai vu moi-même, c'est magnifique. Je souhaite à tout le monde d'avoir l'opportunité de jouer là-bas. Magnifique, très belle déclaration sur l'OM et sur le Vélodrome. Si franchement c'était pas un rugbyman, il y a la posture, la capacité de jouer à l'OM. Ensuite, je vous referai une vidéo à la suite de ce JT dès qu'il sera publié. Je demande l'arrêt, la supprimation des trêves internationales. Vous allez me dire: ouais, mais s'ils suppriment les trêves internationales, comment les sélections vont jouer? Est-ce qu'ils vont les mettre en plein championnat? Ça va être la merde. Il faut qu'ils trouvent une solution. Parce que c'est plus possible que les trêves internationales tuent les joueurs. François-Régis Mouret, à l'entraînement avant un match du Cameroun, s'est blessé à la cheville. Il pourrait être forfait pour le deuxième match du Cameroun. Il devrait retourner à Marseille se soigner. Mais ça veut dire qu'il ne sera pas à 100% pour le match contre Toulouse. Ismail Yassar est également blessé et c'est plus grave que Mouret. Il a été d'ores et déjà forfait pour le match entre le Sénégal et l'Algérie. Il a même quitté le rassemblement sénégalais pour rejoindre Marseille et essayer d'être à 100% pour le match contre Toulouse.
mais sûrement Marseille ne prendra pas de risque et s'il ne considère pas à 100%, il ne prendra pas. Donc ça veut dire que la reprise sera reportée pour lui. Alors heureusement qu'Aubameyang et Kondogbia, je vous l'annonce, ne participera pas à la CAN au mois de janvier. Et sera disponible pour l'OM pour les matchs du mois de janvier. Parce que si eux deux là jouent, déjà on n'aura plus personne, tous les grands talents seront partis en sélection. Et si les deux là se mettent à se blesser, dont Chancel qui lui va participer, moi je dis il faut une mieux gestion des instances sur les compétitions européennes telles que la CAN ou la Coupe du Monde, etc. Parce que là on perd deux gros atouts. On perd Sarr qui nous fait énormément de bien, qu'on connaît, il va passer à une IRM, on ne connaît pas encore son diagnostic, mais ça pourrait être très grave. Il pourrait avoir une longue durée d'indisponibilité, voire même rater la reprise. Donc je veux la suppression des trêves internationales. C'est plus possible. Et je m'expliquerai dans une autre vidéo. Donc, comme je viens de vous dire, Kondogbia n'était pas là avec la Centrafrique, enfin n'était pas là avec sa sélection lors des matchs là que sa sélection a joué lors de cette trêve internationale. Parce qu'il est blessé, comme vous le savez, il s'est blessé à Metz lors du déplacement de l'OM. Donc il est actuellement à Marseille en train de se soigner, mais il a repris l'entraînement, pas encore collectif, mais restreint sur le côté. Mais c'est peut-être un retour attendu plus vite que prévu. Mais il devrait être à moitié rassuré parce qu'il devrait rester à l'OM au mois de janvier. Il ne devrait pas aller à la CAN parce que son équipe, tout simplement, s'est inclinée hier contre le Ghana et ne participera pas à la CAN au mois de janvier. Donc après Pierre-Emerick Aubameyang, qui lui non plus, après la défaite du Gabon, ne participera pas à la CAN, ça sera également le cas de Kondogbia. Ensuite, j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais on fait une tour du monde. On fait le point sur les sélections, sur l'OM, sur le monde actuel avec le séisme. Donc ça, je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes qu'on est ensemble. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Thierry Henry est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir et a joué juste avant les Bleus contre l'Irlande, a joué à Nancy au stade Marcel Picot et il s'impose 4 buts à 1. Donc Thierry Henry remporte son tout premier match 4 buts à 1.